Bienvenue tout le... Non. C'est quoi qu'on avait dit, on commençait par quoi? Salut les petits potes. Salut les petits potes. Ok. Et je te regarde. Salut les petits potes, on se retrouve pour ce 3e épisode du podcast Analogue. Bienvenue Mathis. Julien. Pour ceux qui ont déjà vu l'épisode d'avant, vous savez qu'on est dans un autre décor que d'habitude. Mais pour la faire bref, on fait un week-end créatif avec toute l'association, enfin en tout cas une bonne partie de l'asso. Et donc du coup on en profite pour filmer des épisodes de podcast. Et donc aujourd'hui on va parler de plein de petits trucs, un peu d'actualité, un sujet principal qui va être les plot twists au cinéma. Et on va finir après avec la rubrique habituelle, les derniers films qu'on a regardés. Donc voilà, on commence avec les actualités. Vas-y, je te laisse. Les actualités. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on commence par le gros changement qu'il y a eu par rapport aux nominations des Oscars? Ou est-ce qu'on commence par les films et les séries qui nous ont un peu bien marqués récemment? On peut commencer par Oscar, comme ça on balance sur les films. Ok. En fait, il y a eu pas mal de changements qui sont arrivés récemment par rapport aux Oscars. Plein de petits changements qui vont impacter la manière de remporter des prix, tout simplement. Le premier truc qui est le plus marquant, et ça nous a un peu tous marqué pour ceux qui ne le savaient pas, c'est que les personnes, comment on appelle ça? Les jurys. On va dire les visionneurs. Les visionneurs, ouais, le jury va être obligé, parce qu'avant ce n'était pas le cas, vont être obligés de regarder tous les films d'une catégorie pour pouvoir voter pour les nominations. Ce qui n'était pas du tout le cas avant. Et ça, je ne savais pas, tu vois. Ouais. Tu me l'as appris tout là-bas hier, je crois. Et ça m'a choqué de savoir qu'il y a des notes qui sont attribuées de films, sachant que les gens n'ont même pas vu. Ouais, mais c'était de toute façon, ça a choqué la plupart des gens qui ne le savaient pas. Sur Twitter, ça fait beaucoup de réactions. Enfin, sur X, ça fait beaucoup de réactions. Et c'est vrai que c'était pas normal du tout. Typiquement, moi, l'exemple que je trouve le plus marquant, c'était l'année dernière, si je me trompe pas, ou il y a 2 ans, c'était pour Dune 2, où il y a des jurys qui ont explicitement dit qu'ils n'avaient pas eu le temps ou qu'ils n'avaient pas eu la volonté de regarder Dune 2 et qui du coup n'ont pas regardé Dune 2 et n'ont forcément pas voté pour lui. C'est dingue, hein, ça se dit cinéphile et ça ne regarde même pas un film. Et ouais, du coup, quand même, hein. Ça crée des trucs qui sont pas équitables en fait dans le jugement par rapport à tous les autres films, donc c'est un peu dommage, je trouve. Mais ça, c'est le changement qui est le plus important, on va dire, dans cet apport de changement. Le deuxième aussi qui va être important, c'est les nouvelles nominations. Est-ce que tu vas en parler? Ah ouais, il y en a une en particulier que j'ai appris, je me souviens plus de toutes, peut-être tu me corriges. Ouais. Moi du coup c'est les cascadeurs, je suis trop content qu'ils soient récompensés. Parce que en plus sur Instagram, maintenant tu vois beaucoup d'écoles de cascade. Mais je suis trop content qu'il y ait cette récompense parce que c'est vraiment un métier, je trouve, où on se rend pas compte, mais ta vie elle peut être vraiment clairement, changée du jour au lendemain, quoi. Il y en a plein où ils sont finis tétraplégiques, il y a un million d'anecdotes, vous pouvez voir, mais rien que le documentaire sur Jackie Chan, où tu vois que le mec il est passé par 1 million de cascades, il a eu au moins je sais pas combien de... je pense qu'il y en a plein d'autres à citer, mais que je connais pas, mais je trouve que je suis trop content pour eux qu'il y ait enfin une récompense, qui mettent leur métier en lumière, dire qu'il y en a beaucoup de jeunes qui commencent à se lancer. Ouais. Et c'est clair, surtout que c'est impressionnant que ça soit pas le cas déjà, en fait, que les cascades soient récompensées. Après, forcément, ça sera... parce que je crois que c'était stunt design, donc je sais pas si c'est le cascadeur qui va être récompensé, ou vraiment ça va être la doublure d'un acteur, etc., ou l'acteur en soi, ou si ça va être vraiment les cascades pour tout un film. Si c'est l'équipe cascade, ça honnêtement je saurais. Enfin je sais pas, ça à vérifier. Mais dans tous les cas c'est quand même très très cool que ça soit mis en honneur, mis en avant. Et après, un autre changement aussi qu'il y a eu d'important, c'est par rapport à la musique, aux bandes originales. Où c'est pas un grand changement en soi, mais c'est quand même important parce que c'est un peu dur de juger parce qu'il n'y a qu'une seule catégorie de musique originale de film. Et il y avait, alors je sais plus avant combien on avait nominé, mais maintenant il y en aura 20 si je dis pas de bêtises. Et il y aura 3 récompensés. Donc du coup c'est quand même 3 fois plus qu'avant. Ça élargit, c'est cool. Ouais, c'est cool parce qu'en fait il n'y avait qu'une catégorie, donc ça restreignait c'était restreint à un gagnant. Et maintenant il y en a 3, donc c'est quand même un peu plus riche, c'est cool quand même. Et après, je crois ne rien avoir oublié. Mais voilà. Désolé si on a oublié un truc. Et au moins c'est ça qui nous a le plus retenu l'attention. Clairement. Le truc le plus impactant, c'est vraiment le fait que le jury va être obligé de regarder. Ça c'est très très cool, c'était pour moi nécessaire. C'est déjà très bien. Et ouais. Mais en tout cas, c'est rare d'avoir des changements comme ça.
Je crois que tu l'as dit tout à l'heure, mais les changements s'appliqueront en 2028. 2028, c'est ça. Le temps que tout se mette en place, forcément ça va mettre un peu de temps. Parce qu'il y a d'autres aussi petites règles qui vont arriver, donc forcément c'est une structure qui va se mettre en place. Mais donc voilà. On verra s'il y a d'autres en plus récompenses qui évolueront par la suite. Ouais. Meilleur régisseur plateau. Oui. Mais justement, ça me rappelle, il y a le prix de la meilleure distribution aussi. Et ça, c'est très cool parce que jusqu'à présent, il n'y avait personne qui était récompensé pour la distribution d'un film. C'est un peu dommage parce que c'est ce qui va faire plus ou moins briller le film au cinéma. Oui. Donc c'est important aussi. Et je crois qu'on a tout dit pour les Oscars. Est-ce que tu veux qu'on parle d'abord du film ou de la série dont on veut parler en actualité? C'est compliqué comme sujet. Est-ce qu'on parle de celui qui nous plaît, celui qui nous plaît pas? Alors, on va dire celui qui nous plaît pas, comme ça on passe pour des mecs bien aigris. Je te laisse commencer. Last of Us. La série. Là vous faites des dingueries les gars, c'est vraiment gaze. Là faut vraiment faire un truc là je pense. La saison 1 pourtant était super, moi j'avais vraiment kiffé. Ouais. It doesn't matter if you have a code like me. There are just some things everyone agrees are just wrong. Et là, je sais que j'avais fouillé un peu, mais de ce que tu me dis toi et les autres, je trouve que c'est vrai. En fait, il y a eu beaucoup de choix de faits, beaucoup de partis pris. Il y a eu pour moi, beaucoup de changements par rapport à l'histoire originelle du jeu. Et pour moi, ça fonctionne pas. C'est pas tant une question d'acteur. Là où beaucoup critiquent le choix d'acteur et tout, pour moi, c'est pas là le problème, enfin le cœur du problème en tout cas. Oui. Pour moi, le cœur du problème, il est vraiment dans les volontés scénaristiques et le cœur de l'intrigue. Là où dans le jeu, sans rien spoiler, mais le deuxième jeu est un jeu basé sur la vengeance et l'histoire est littéralement basée sur la vengeance. Là où dans le 2, c'est un truc qu'on oublie, même si les événements qui s'y passent sont liés à la vengeance, mais dans les faits, dans les épisodes, on oublie très rapidement ce truc-là. J'ai un peu préféré, c'est le 4e épisode qui est sorti, ou le 3e, je sais plus. Je crois que c'est 4e. 4e. C'est mon préféré pour l'instant, parce qu'il y a eu des intrigues qui commencent à se développer, qui sont sympas. Mais on est loin de ce que j'espérais, et on est loin de la qualité scénaristique du jeu. Même si je sais qu'ils essayent le plus possible de s'en éloigner pour plaire aux personnes qui n'ont pas joué au jeu vidéo. Je trouve que l'argument il est un peu bizarre, tu vois. Ce qui moi je comprends parce que Rico dit, c'est normal, c'est le cinéma, ça divise tout le monde, ce qui est normal. Tout le monde a une opinion, c'est ça qui est beau. Mais le jeu là, ce que tu dis, c'est que voilà, c'est censé représenter la vengeance. La vengeance, je l'ai compris qu'au moment où du coup Joël fait dodo. Et du coup, à un moment, en fait, là, je vois plus une histoire d'amour qu'autre chose, quoi. Enfin, tu sens que c'est entre Ellie et Ida. J'allais dire Bella Ramsey, du coup, qui est l'actrice qui incarne le personnage. Et en fait, je vois juste une histoire d'amour et une histoire de non-dit, tout ça, plutôt qu'un truc où il y a de la vengeance, tu vois. Ouais, c'est vraiment dommage. Et même les autres intrigues qu'ils ont créées dans l'épisode 1 et 2, par rapport à la vie de Jackson, c'est des trucs qu'on n'a pas dans le jeu et qui sont pour moi pas nécessaires. Et qui vont du coup créer des petits problèmes par la suite, donc, sans trop te dire ou pas, mais pour moi il y a quelques petits problèmes qui sont là, donc à voir. Mais après, comme je l'ai dit avant, pour moi c'est pas une question de casting, parce que honnêtement la plupart des acteurs jouent bien, même si on en a parlé en off, mais pour moi Bella Ramsey et c'est pas son acting à elle, et c'est pas elle en tant qu'actrice, c'est plus la direction d'acteur qui est mauvaise selon moi. Et les choix d'acteurs sont en termes de physique, pas jugement physique, mais en termes par exemple. Abby, c'est le plus flagrant. Elle est censée être stock. Moi j'ai vu des photos, parce que j'ai pas joué au jeu bien sûr, mais j'ai vu des photos, elle est hyper stock. Et là, le personnage qui l'incarne, par contre, aurait pu jouer Ellie, mais moi 1000 fois. Oui. C'était Ellie sa tête. Parce qu'à la base, l'actrice d'Abby, alors j'ai pas son nom malheureusement, mais elle avait demandé à jouer Ellie dans la saison 1, et en fait, du coup, ils avaient choisi Bella Ramsey, et ils l'ont gardée pour la saison 2. Mais c'est vrai que ça crée des petits problèmes, et surtout que dans le jeu, sans rentrer dans les détails, mais on joue les deux personnages, donc Ellie et Abby, et ils ont forcément dû créer des changements de gameplay, de façon de jouer de chaque personnage. Et on a Ellie qui est très vive, donc qui a toujours un couteau avec elle et qui va tuer les infectés avec son couteau sans rien d'autre. Et Abby qui est
très forte qui n'a pas d'arme de poing et qui du coup va étrangler les infectés. Et on a vu dans le dernier épisode que, et déjà même dans le premier où elle s'entraînait à faire des combats dans la grange de Jackson, Ellie, on voit dans le dernier épisode qu'elle prend l'infecté et qu'elle... non, même pas c'est un infecté, ça doit être un wolf qu'elle étrangle. Elle l'étrangle avec une force de ouf, elle arrive à neutraliser un mec qui est 2 fois plus grand qu'elle, etc. Donc il y a ce truc là où on est en mode, les rôles s'échangent un peu et c'est un peu dommage pour moi. On verra à l'avenir. Moi je vais continuer de regarder, ça c'est sûr. Parce que j'ai quand même l'espoir, parce qu'il y a des intrigues qui arrivent plus tard dans le jeu qui vont du coup arriver plus tard dans l'histoire. À voir. Mais écoute. Bon bah on a fini pour la série. Ouais. On va parler d'un truc qui nous a beaucoup plus plu déjà. Je te laisse penser. Ouais, Sinners, hein. Honnêtement, Sinners, incroyable. Oui. Si on l'a vu au cinéma. Let me in, man. Some weird shit going on out here. You keep dancing with the devil. One day he's gonna follow you home. Ouais, c'est intéressant parce que dans Sinners, on voit du coup ce couple de réalisateurs-acteurs, donc Ryan Coogler et Michael B. Jordan, qui ont déjà bossé ensemble avant pour Creed ou pour Black Panther par exemple. Et dans les faits, ce duo marche très 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 bien parce que dans Sinners, on ressent vraiment une direction d'acteur qui est très bien faite. On ressent. Je te laisse parler de la musique plus tard parce que je sais que toi ça t'a vraiment touché. Moi aussi, bien sûr, mais qui est fait par Ludwig Göransson d'ailleurs. Mais honnêtement, c'est un film qui m'a plu en tout point, même si le dernier quart du film est un peu en dessous pour moi, parce qu'on a la révélation un petit peu, le petit mini plot twist, mais on peut pas trop appeler ça comme ça, mais la révélation du problème du film, entre guillemets. Et ouais, le film m'a vraiment trop touché. C'est d'un côté technique très très beau, parce que c'est tourné à la pellicule, donc en IMAX 70 mm. Comme pour ceux qui ne savent pas, la majorité des derniers films de Nolan, comme Oppenheimer par exemple. Et donc c'était un couple, donc IMAX 70 mm et VistaVision. La VistaVision, c'est un format de pellicule qui est un peu particulier parce que au lieu de filmer dans ce format-là, ça filme dans l'autre format. Donc les caméras sont un peu particulières et beaucoup plus grosses, pas aussi grosses que l'IMAX, mais quand même. Et donc du coup, ça crée, quand on va voir ce film dans une salle IMAX, ce qui n'était pas le cas pour nous deux, mais ça crée des changements de rapport, comme Michael Bay par exemple le fait souvent dans ses films, et Christopher Nolan aussi. Donc où on voit un film qui est quasiment en 3/2, donc qui prend tout la taille d'un écran IMAX, et qui après a des bandes noires. C'est pour ça qu'il y a eu ce changement de ratio. Mais nous, quand on ne va pas voir ce film-là dans une salle IMAX, on voit juste des bandes noires partout, et on se rend compte quand on voit les making-of et les vraies images, on perd énormément d'informations. Mais bon, le film reste quand même excellent visuellement, mais c'est vrai que c'est dommage de ne pas l'avoir vu en IMAX. Mais malheureusement, on n'en a pas en France. Donc voilà. Est-ce que je te laisse parler du côté musical ? Pas que du musical, je vais Il commencer. y a tout à parler. Ah ouais, c'est un film excellent. Moi, alors, ce qui est trop cool, c'est que je m'attendais vraiment à rien. Ouais. Parce qu'en fait, j'ai pas vu de bande-annonce, rien. Ok. Donc c'est cool parce que ce que je vous disais dans ce podcast, c'est que moi j'ai vraiment la manie d'aller voir les notes, les avis, la bande-annonce pour aller voir le film. Et là en fait j'avais vu une fois un trailer sur Instagram et je sais pas, j'ai dû voir des images pas cool et je m'étais dit oh là c'est encore un truc à la... moi j'imaginais un truc The Rock un peu pas fou tu vois. Ah ouais ok. Non j'avais vraiment tout dans l'esprit. J'avais vraiment une image pas fou du film et je m'étais dit putain Michael B. Jordan dommage pourtant c'est un bon acteur. Et quand du coup je suis allé voir au cinéma, et ça a été vite une claque parce que je m'attendais pas à voir des vampires, je m'attendais pas à voir. Enfin, il a dit le twist. Mais tu le découvres rapidement quand même. Oui, carrément. Ouais. Mais je m'attendais à rien et du coup c'était vraiment cool. La séquence moi qui m'a plus, de toute façon il y en a plein, mais celle qui m'a vraiment marqué, c'est du coup un moment où du coup t'as le personnage principal, le jeune garçon qui est cousin dans le film de Michael B. Jordan, des jumeaux. Qui chante dans le bar avec tous les autres et en fait il y a un genre il part dans un, comment je pourrais t'expliquer, tu sais, il traverse les temps un peu, oui, c'est ça. Mais c'est tellement bien fait parce qu'en fait c'est un plan séquence où tout le monde danse et en fait au moment où il joue sa musique et c'est quoi la musique pour pas dire tout le monde, c'est du blues. Oh oui c'est du blues, oui pardon. C'est du blues et en gros en fait
il y a l'évolution de la musique où en fait du coup ils jouent et t'as les gens qui dansent autour et d'un coup t'as des tribus qui rentrent autour mais des vieilles tribus et d'un coup t'as des mecs du futur avec des guitares électriques et en fait t'as les mecs de hip-hop et tout dansent dans la même salle que vraiment fou. et moi ça m'a vraiment ça faisait longtemps au cinéma que j'avais pas vu un plan comme ça parce que c'est très dur de se renouveler avec tout ce qu'il y a. Et pour rebondir par rapport à ce que tu disais sur le plan séquence, qui est quasiment au milieu du film, déjà c'est visuellement très impactant parce que c'est un truc assez envoûtant et tout, mais techniquement c'est une prouesse de fou parce que tout a été tourné au Steadicam. Donc pour ceux qui ne savent pas, un Steadicam c'est un grand stabilisateur qui est mis sur une armature sur le corps du Steadicammer, du cadreur. Donc c'est quelque chose de déjà très lourd de base quand on met une caméra ciné dessus. Mais là, dessus, il y avait une caméra IMAX 70 mm. Pour que vous imaginez la taille, on mettra une image, mais c'est énorme, vraiment c'est énorme. Ça fait un bruit de fou déjà, mais c'est énorme. Ah, tu pourras voir, il y a une petite séquence sur Instagram qui tourne avec le bas du full. On le voit, le réalisateur, tu vois, il est énorme. Ah ouais, c'est vraiment fat. Hein. Et donc du coup, c'est fou parce que il a réussi à tourner, et je sais pas exactement combien de temps dure ce plan séquence. Il est long quand même. Non. Et vraiment, rien que pour ça, GG le Steadicam, parce que vraiment... Je crois qu'il dure facile, sans rêve, peut-être le temps d'une musique, 3 minutes 50. Ouais, bah remarque, oui, ça doit être ça. Hein. Ah, c'est vrai parce qu'après, il change même de pièce à un moment. Oui. Il va dans la cuisine ou je sais pas quoi, après il revient sur scène pour faire entrer les anciens, entre guillemets, qui sont sur scène et tout. Donc non, vraiment, c'est très très fort. Et après, ouais, visuellement, de toute façon, c'est une claque. Hein. Ouais, vraiment. C'est même, je trouve, le jeu d'acteur est vraiment bon. Ouais. Que, c'est clair. Hein. Michael B. Jordan, honnêtement, je savais que c'était un bon acteur, mais je m'attendais pas à autant. Parce que là, il a dû quand même jouer deux personnages. C'est comme Robert Pattinson dans Mickey 17. Tu vois, carrément. Et c'est des prestations, je sais pas si on en se rend compte, mais je trouve ça très très dur. Ouais. Pouvoir te dissocier et de jouer une personnalité différente, même si là, elle est quand même plus proche que dans Mickey 17, mais... Oui, carrément, mais ça reste quand même une prouesse déjà en termes d'acting et technique aussi, parce qu'il y a une scène par exemple qui a fait beaucoup parler, parce que les gens du coup ils se sont dit mais comment ils ont fait ça? C'est une scène où les deux, Michael B. Jordan, sont accoudés à la voiture, et il y en a un qui commence une clope et qui lui passe, et donc l'autre récupère la clope de la main de l'autre et le met dans sa bouche. Mais il faut se dire que ça, en termes techniques, ils ont tourné donc la scène 2 fois, avec donc la caméra sur pied au même endroit. Et donc, le Michael B. Jordan, le premier, était à gauche ou à droite, peu importe. Et à côté, il y a toujours une doublure avec une sorte d'armature au-dessus, au contour de sa tête, avec des capteurs, pour pouvoir après remettre la tête de Michael B. Jordan dessus. Et il faut se dire que sur les deux prises, ils ont eu au millimètre près la main au même endroit, la même cigarette, avec la même consommation, on va dire, de cigarettes. C'est vraiment hallucinant le travail qu'il y a sur rien que cette scène-là. Alors sur le reste, quand ils sont en voiture à deux, etc., c'est vraiment beaucoup de travail. Et sachant que tout ça a été tourné à la pellicule en plus, donc le prix du film... Ah non, mais c'est un excellent film si haut, là il est toujours pas vu, franchement allez le voir parce que ça fait un moment qu'il n'y a pas de très bons films, je trouve. Ouais. Alors j'abuse, mais ça fait un moment que moi j'ai pas eu un film qui m'a fait kiffer vraiment au cinéma. Ouais. À ce point-là du moins. Franchement, ouais, pareil. Et là j'ai vraiment kiffé, c'était vraiment un très très beau film. Ouais, je suis vraiment d'accord. Et en plus, c'est le seul film tourné en IMAX à 70 mm cette année. Ouais, même, c'est ça, le thème que, quand vous irez le voir, je trouve, il y a vraiment, c'est des trucs souvent où c'est épuisé, c'est difficile d'être dans l'originalité. Ouais. Là, j'ai trouvé, le fait de jouer avec la musique, Ouais. il y a même la séquence où comment il s'appelle déjà, c'est le chevalier irlandais là. Jack O'Connell. Jack O'Connell. À un moment, il y a une séquence où il fait une danse irlandaise. Tout est trop bien, la danse est trop belle, la musique, elle est tu tombes direct dedans. En fait, c'était absorbé par le film et c'est ça pour moi le but d'un film. C'est vraiment quand tu y vas, c'est vraiment t'es absorbé par le truc et t'oublies ce qu'il y a autour et t'es vraiment concentré que sur ce qu'il y a à l'image en face de toi. Ouais, je suis vraiment d'accord. Et par rapport du coup au côté vraiment musical du film, ce qui est super intéressant, c'est que du coup c'est Ludwig Göransson qui a fait la musique. Et en fait là, c'est quand même le point central du film, c'est vraiment le blues et la création entre guillemets du blues par le jeune acteur, le jeune personnage. Et ce qui est super intéressant, c'est que Ludwig Göransson, c'est pas du tout sa culture, et il a proposé du coup à Ryan Coogler d'aller en Louisiane pour créer complètement toute la bande originale du film. Et il s'est dit que forcément il fallait un instrument un peu en fil rouge du film, et c'était donc la guitare. Et ce qui est trop drôle, c'est que la guitare qui a été utilisée pour enregistrer, c'est la même guitare que l'acteur utilise dans le film. Ça, c'est génial. Et qu'il a gardé d'ailleurs après, parce qu'on le voit à certains moments de conférence avec cette guitare-là. Donc du coup c'est trop drôle parce que... Et d'ailleurs,
anecdote aussi, le moment où le jeune acteur, on n'aura pas son nom mais ça sera à l'écran, joue dans la voiture à Michael B. Jordan, pour la première fois du film, il a vraiment joué et c'est la première prise et Michael B. Jordan est vraiment choqué parce qu'il ne savait pas qu'il savait jouer de la guitare à ce moment-là. Cool. Donc du coup c'est une scène qui est vraiment improvisée quasiment et on a la réaction honnête de Michael B. Jordan et c'est fou parce que du coup il l'a joué vraiment peut-être à l'américaine un peu trop extravagant mais ça marche super bien quoi. Mais c'est bien les films je trouve où les réalisateurs ils font des petits on va dire des easter eggs pour les acteurs ça, parce que ça veut dire que tu vois quand même des vraies réactions. Oui. Même si les acteurs sont quand même très forts pour créer des vraies réactions on va dire plus ou moins. Mais c'est vrai que ça t'as des trucs authentiques qui vont vraiment se transmettre. C'est vrai que je me rappelle du coup, vu que tu me fais penser à cette séquence, c'est vrai que sa réaction était vraiment étonné. Ah mais oui. Mais tu sens qu'il est pas du tout au courant, il est en mode quoi mais c'est pas possible. Vraiment. Et non, ça rend trop bien. Oui, c'est vrai. Et ça rajoute un côté plus humain au film, là où des fois c'est un peu trop pas plat mais scénarisé quoi. Je suis d'accord que mais ouais non très très cool. Oh bah c'est cool, on a bien bien étalé sur ça. Ouais. Bah, en même temps c'est pour moi, je pense qu'il est potentiellement film de l'année, donc c'est normal qu'on en parle autant. Même si on verra, si on est que on au début de l'année, mais que au début de l'année, voilà, je pense que là on n'est pas. Après, peut-être pour toi, c'est déjà ton film de l'année. Hein, mais... Bah, jusqu'à présent, oui. On peut avoir des surprises. Oui, on peut avoir de toute façon, ouais, c'est clair. On peut avoir des surprises. Top. On va passer au sujet un peu de l'épisode, qui est des plot twists. Le plot twist. Juste un plot twist, c'est quand on a une fin plus ou moins inattendue. Ouais, c'est ça. C'est un retournement de situation. Pour faire court, voilà, c'est un retournement de situation. C'est quand, imaginons, tu t'attends à quelque chose et à la fin, vraiment, t'es sur le cul. C'est ça. Ça peut autant toucher le côté vraiment histoire, donc scénaristique, que un acteur, par exemple, qui révèle quelque chose ou quoi. Il y en a énormément des films qui comportent des plot twists, des films très connus aussi. On va donner quelques exemples après. C'est pas nouveau du tout, même s'il y a eu quand même, depuis les années 2010, des réals qui sont quasiment connus que pour ça, pour ne pas citer que Nolan ou Villeneuve, typiquement. Mais le plot twist ça existe depuis un peu toujours, déjà de base de la littérature, avec les drames grecs, où ça a toujours été comme ça, avec par exemple Oedipe, où vraiment t'as un plot twist, même si à l'époque on appelait pas ça comme ça. Même en l'étude de littérature, on va pas appeler ça comme ça non plus, mais au cinéma, ça va arriver dans les années 1900, et le vrai premier film, ça va être dans les années 1920. On vous mettra le film parce que le titre il est un peu à rallonge. Mais donc ça date depuis vraiment les années 1920, et au fil du temps, il y en a eu beaucoup. Et pour les plus connus, ça s'est un peu révélé avec Hitchcock dans les années 60. Avec Psychose. Ouais, c'est ça, voilà. Et où là, vraiment, on a eu les premiers vrais gros succès de plot twist, enfin de films avec une plot twist. Qui est toujours excellent. Moi, je me sais qu'il a fait pipi dessus en regardant. Quand j'étais en cours, je me rappelle, du coup 2021, 2022. Et je l'ai regardé et j'ai vraiment eu des screamers où j'ai sursauté. Les screamers d'époque, souvent t'as plus peur, même encore maintenant de temps en temps. C'est dur. Et lui, je trouve, c'est là où tu comprends pourquoi c'est le maître du suspense. Ah oui, carrément. Ça reste une référence juste dans le cinéma, et encore plus dans le cinéma d'horreur. Oui, excellent. Donc c'est vraiment un film qu'on peut que recommander. Et ce qui est super drôle, c'est de voir l'évolution des plot twists un peu avec le temps. C'est que récemment, comme j'ai dit avec Nolan ou Villeneuve, on a des plot twists qui sont un peu plus sur... comment je pourrais appeler ça ? Pas sur le mystique, mais un peu sur... souvent en lien avec l'espace, le temps, etc. Là où avant, c'était un peu plus sur les personnages, le développement de personnages qui te retournait un peu la tête à la fin. Donc c'est super drôle de voir l'évolution. Et ce qui est cool, c'est qu'on peut voir l'évolution en voyant tous les films... par exemple sur Sens Critique, comme on regardait tout à l'heure, la liste des 100 films avec des plot twists, on voit qu'ils ont rien à voir entre eux, et pour autant quand on les voit, on s'attend pas du tout à la fin, ou alors au développement des personnages qui ont changé ou pas, donc c'est super intéressant. Du coup, pour le plot twist de Psychose, ce qu'il y a à savoir, c'est du coup l'acteur principal qui se fait tuer dès le début. L'actrice principale, qui se fait tuer dès le début, en fait c'était ça du coup plot twist. À l'époque, c'était vraiment un choc que le personnage principal meure dès le début. Ouais, c'était pas du tout normal entre guillemets à ce moment-là, parce que le personnage principal était vraiment le héros entre guillemets du film, et c'était inconcevable de voir un héros mourir à ce moment-là, quoi. Surtout à cette époque. Oui, c'est clair, ouais. Donc ça a marqué un peu le renouveau entre guillemets du développement des personnages.
Donc non, c'est super impactant. Et pour revenir un petit peu aux origines du plot twist, à la base, c'était quand même majoritairement, et c'est un peu après Psychose que ça a commencé à changer dans les années 70-80, et encore plus maintenant, mais les films à plot twist étaient quasiment que des films noirs, ou des films suspense, on va dire, là où maintenant, tu peux avoir autant des comédies que des drames qui vont avoir des plot twists de fou à la fin. Et du coup, pour rebondir sur Psychose, par rapport au plot twist, t'as Game of Thrones, Ouais. qui, du coup, où c'est Ned Stark, qui est, en gros, c'est un des personnages les plus, il fait partie des personnages les plus importants. Ouais, clairement, ouais. Parce qu'il fait partie des familles qui dirigent, on va dire, plus ou moins l'histoire. Ouais, et puis c'est le roi du Nord aussi, surtout. C'est ça. Et on s'attend vraiment à ce qu'il dure longtemps. Longtemps. Et désolé pour le spoil, mais il meurt. Ça fait longtemps quand même, aussi. Mettez-vous à l'actualité. Hein. Et il meurt dès la première saison, fin de première saison. Et puis c'est déchirant vraiment la manière dont ça meurt. C'est vraiment. Ah, vraiment. Bah, surtout par. Moi, le petit roi, il me rendait. Ouais. Mais clairement. La haine. Mais quand je te dis que ça avait de la haine, c'est vraiment l'une des rares séries où vraiment j'avais une haine. Bon, on va pas débattre sur ça, parce que ce sera peut-être parce que là, c'est le plot twist. Mais en tout cas, c'est le bon exemple d'un plot twist dès le début d'une histoire, surtout une série qui est très longue même. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de films en général, mais dans les séries, il y a énormément de plot twists aussi. Mais c'est vrai que Game of Thrones, c'est assez rude parce qu'à aucun moment tu t'imagines que le roi du Nord, qui est. En plus, quand tu découvres l'histoire, tu connais pas trop les histoires de famille et tout, mais tu comprends que c'est une personne qui est importante. Elle se fait décapiter, si je me trompe. C'est ça. Pas assez vite, donc décapité, et je crois la tête est plantée sur un pic, sur une pique, pardon, devant sa fille, devant ses filles. Oui, devant ses filles. Voilà. Ça a commencé le long développement d'Arya et de tous les autres Stark, de toute façon. Ça donne envie de revoir. Moi je l'ai revu récemment, donc je suis content, mais oui. Mais par rapport au film, est-ce que je commence sur un film ou vas-y, si t'as une idée du film. Moi, un film qui m'a vraiment fait kiffer, c'était Shutter Island. Ouais. Et je crois que c'est vraiment le premier qui m'a vraiment, parce que j'avais mis du temps à regarder vraiment beaucoup, les plot twists, à enchaîner plusieurs plot twists. Et je crois que c'est lui où à la fin j'étais un peu sur le cul. Ouais. Il y en a plein qui disent oui, c'était prévisible, je le savais. Et moi, franchement, peut-être j'étais un pigeon, mais vraiment pas d'accord avec ça. Ah ouais, moi, à la fin, je savais qu'il y avait un truc louche parce que tu commençais à être un peu dans le. Tu savais pas où t'allais. Ouais, c'était très très ça. En fait, tu sais pas où t'allais, mais c'était fait exprès de t'emmener dans cette direction. Et la fin, moi, déjà, tous les acteurs sont très bons. Leonardo DiCaprio joue bien son rôle, tous, clairement. Ils sont excellents. Et moi, j'avoue que la fin m'a vraiment mis sur mon cul. Ouais, clairement. Et moi, ce que j'aime beaucoup avec ce film-là, et c'est un peu avec ce film-là que j'ai compris que un film à plot twist, c'est un film qu'il faut voir plusieurs fois. Au minimum 2-3 fois. Parce que Shutter Island, quand tu le vois une fois, tu dis waouh, ok, c'est ça la fin, tu comprends, etc. Mais quand tu le revois une deuxième fois, rien que la scène d'ouverture où DiCaprio est avec son assistant, parce que c'est un flic du coup, DiCaprio, il est avec son assistant et qui fume sa cigarette sur le bateau. Il y a tellement de sens par rapport à la fin où tu comprends tout, parce que du coup il se fait emmener là-bas. C'est trop bien, moi j'adore ce film pour ça. Et c'est, attention, là ça va faire un dents, c'est mon Scorsese préféré. En vrai, non, moi je suis totalement d'accord avec toi, j'aurais dit la même chose. Bon, mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi qu'un plot twist, il faut le regarder plusieurs fois parce que normalement, logiquement, quand tu regardes la première fois, tu sais pas ce qui va se passer. Et quand tu le regardes la deuxième fois, tu sais comment ça va. Et du coup, les petits détails, t'es à l'affût de tout. Et du coup, tu fais oh putain, mais là c'était prévisible. Mais le meilleur exemple pour ça, c'est mon film préféré de personne, c'est Premier Contact. Où là, pour le coup, c'est pas des petits détails, mais c'est que tout le long du film, on a des flashbacks. Pour le coup, c'est pas des flashbacks. Où en fait on va avoir des images du personnage principal avec une enfant, on comprend pas parce que pour le coup elle a pas du tout d'enfant, etc. Et quand t'as le plot twist de fin, t'entends oh mais ça fait mal. Et après quand tu revois le film, tu comprends encore plus de choses. Et moi je dois être à une dizaine de visionnages et je redécouvre encore des petits détails comme dans Interstellar, comme dans plein de gros films comme ça. Et c'est tellement plaisant je trouve de redécouvrir des petits trucs qui te font encore plus apprécier l'histoire au final. Et c'est pour ça que les films à plot twist, ça fait partie de mes films préférés. Et je crois que tous mes films dans mon top 3, c'est que des films à plot twist en plus. Ah ouais Premier Contact, Interstellar, les autres. Ah oui, putain. Les autres, c'est littéralement le premier film que j'ai vu avec un plot twist. Oui, du coup, c'est ça. Tu viens de découvrir un truc genre. Ouais, c'est vrai, plein de idées, c'est vrai, j'avais pas pensé, mais oui. Et non, moi je trouve ça trop intéressant.
Et j'aime beaucoup pouvoir re-regarder un film ou une série, parce que c'est pareil. Game of Thrones, j'ai autant pris de plaisir que si je regardais un film, quoi. Mais c'est trop cool d'avoir. Enfin, ça donne une vie beaucoup plus longue à un film, quoi. Donc c'est vraiment intéressant. Et après, en film, moi, qui m'ont vraiment marqué avec des plot twists, donc forcément, la plupart des films de Nolan. Mais toi, tu l'as pas vu, mais Memento? Memento, faut que je le regarde, ouais. En fait, c'est un film qui est très intelligent parce qu'il y a un plot twist, forcément. Mais c'est un film qui est monté, j'allais dire comme tous les films de Nolan, mais oui, à l'envers, avec une construction particulière. Donc en fait, c'est un peu comme Premier Contact où c'est pas dans des petits détails que tu vas comprendre, mais c'est. Tu as le plot twist dès le début du film et tu vas essayer de comprendre la situation initiale au fur et à mesure du film. Ouais. C'est là où c'est très intelligemment fait. Je vais y arriver. Et il y a plein de films comme ça qui sont excellents de toute façon. Mais on va garder un peu pour la prochaine rubrique et la dernière rubrique, qui sont les films à plot twist qui nous ont les plus marqués. Vas-y, je te laisse commencer. Bon, moi je vais pas dire celui que j'ai en tête, parce que j'en avais un et je me suis dit, c'est vrai que c'est un réalisateur que t'adores, du coup je vais éviter. Je te le laisse. Mais moi, en vrai, si je vais vous recommander un film, je vais éviter de vous donner tous les populaires comme Interstellar, tout ça, parce que certes, allez les voir, ils sont excellents, mais autant vous faire découvrir. Alors moi, celui qui est vraiment cool, c'est un peu de romance, mais c'est vraiment bien joué, l'histoire est bien, c'est Remember Me avec Robert Pattinson. Donc le réalisateur, désolé, je m'en souviens plus, il sera écrit en bas. Et du coup, c'était vraiment un bon film. Toi, tu l'as pas vu, c'est ça, tu l'as dit ? C'est un des rares de Pattinson que j'ai pas vu. Ouais. Je rappelle parce qu'il est amoureux de Pattinson, ça faut le dire. Pattinson et Andrew Garfield, donc bon. Voilà. Et du coup, franchement, c'est un super film parce que la fin, tu t'y attends vraiment pas. En plus, c'est un moment, enfin, je vous dis rien, mais c'est un moment hyper. Peut-être, je pense, c'est l'un des moments les plus impactants dans notre monde actuel qui s'est vraiment passé. Ok. Et moi, ça m'a. Enfin, à la fin, t'es en mode. Oh putain, mais j'aurais jamais imaginé. Il y avait tellement d'indices. Oui. Et quand je le regardais une deuxième fois, là je fais oui, c'était prévisible peut-être pas dès la moitié, mais t'aurais pu. Il y avait des indices qui pourraient te mener à ça. Et c'est vraiment un film, si vous voulez le voir et que vous aimez un peu la romance, un peu les conflits de famille, sans être tombé dans le cul la praline, vraiment c'est vraiment un bon film. Voilà. Ok. Ben moi, si je devais recommander, ce serait Premier Contact, forcément. Mais j'aimerais juste faire un petit aparté parce que c'est un des films qui est considéré comme le plus connu et souvent il tombe en tête de liste quand tu tapes film à plot twist. Mais moi je l'ai vu qu'il y a, je crois l'année dernière, donc il y a 1 an ou 2, c'est Fight Club. Ah, tu vas recommander celui-là ? Je vais pas le recommander, mais je vais en parler parce que. Ah putain, j'aurais pas imaginé, tu vois. J'allais dire c'est un vieux film, pas forcément, mais c'est un film dont. Enfin, quand on en parle, tout le monde en mode ah oui, Fight Club. Mais sauf que non, il est. Moi quand je l'ai vu, personne m'en a jamais parlé, je savais même pas de quoi ça parlait, mis à part la phrase super connue du Fight Club. Et quand je l'ai vu, à la fin, je ne m'y attendais pas du tout. Oui, non, c'est vrai. Et j'étais absorbé par ce truc-là d'histoire où, à un moment, on se perd un peu dans l'histoire, et quand t'as le plot twist en oh shit, oui, c'est trop agréable. Et non, c'est pas le film que je recommanderais, parce que si je devais en recommander un, ce serait Premier Contact. Je pensais vraiment pas que t'allais recommander ça. Du coup, moi j'allais recommander un truc et je me suis dit, je vais pas le donner parce que. Ah, tu peux le donner quand même. C'est Incendie de. Ah, mais Incendie, bien sûr. C'est pour ça. Moi je me suis dit, il va dire ça, obligé. Mais en fait, déjà, ils vont se dire que j'ai comme référence Nolan, Villeneuve, et c'est tout. Donc. Ah, oui, je suis d'accord. Je vais sortir un peu après, faut parler avec ton cœur. Non, bien sûr. Mais Villeneuve, il t'a remis ta sexualité en question, quoi. Pas que. Mais non, après, Villeneuve, ça fait partie des réels qui me donnent envie de créer, donc forcément, j'en parle souvent. Mais c'est vrai qu'Incendie, il est excellent. Et par contre, faut vraiment pas. C'est un des films où tu peux vite te dire je décroche rapidement. Parce que moi, je sais que j'ai vraiment eu de bon, ok, vas-y, je m'ennuie, même si c'est sympa. Je suis vraiment tombé dans le truc d'ennui. Et dès que t'arrives à la fin, en fait, t'oublies tout l'ennui que t'as eu et c'est incroyable. Non, vraiment, c'est un film qui est excellent. Qui est pour moi dur à regarder. Il est dur. Parce que c'est un film de guerre quand même, dans le style. Mais c'est un film qui est excellent et c'est pas mon préféré de Villeneuve, mais c'est dans le top 3, je pense. Honnêtement, c'est dans le top 3. Donc, non, très bien. On va passer à la dernière rubrique. Allez, qui est le dernier film qu'on a regardé. Vas-y. Moi, du coup, le dernier film que j'ai vu, c'est donc au cinéma, c'est La Légende d'Oshi. Film A24. Je connais pas. Et c'est ça qui m'a motivé à aller le voir, parce que A24, forcément. People say it's a dangerous place. There are bears and wolves. And something else. Something people fear is much worse.
Your parents have offered you to this cause. They say here, protect us, save us. Et pour être très simple, c'est un film familial. Et pour moi, c'est un très bon film familial. C'est l'histoire d'un personnage, je vais pas trop le pitcher, mais il y a des créatures dedans. Donc forcément, c'est des marionnettistes, qui les conduit. On va dire, c'est les marionnettistes de Jurassic World qui sont excellents. La musique est très bonne, les décors sont des décors naturels en Europe, un peu pays scandinave et tout, très cool. L'acting est formidable et visuellement, c'est trop beau. Techniquement, en gros, ils ont tourné en numérique et ils ont imprimé sur la pellicule puis rescanné, ce qui fait que c'est un look vraiment pellicule mais beaucoup moins cher. C'est formidable. Honnêtement, c'est un film qui est vraiment très familial, mais un peu plus pour les adultes quand même, parce que t'as plein de petits trucs au début. Mais c'est un excellent film que je pourrais que recommander. Et encore une fois, signé à 24 pour la distribution. Et il est sur quelle plateforme si je le regarde? Il est au cinéma encore. Ah ok, bon, ok, je pensais que c'était sur une plateforme. Okay. Non, il est au cinéma et vraiment très bien. Ok. Donc voilà. Donc je peux que le recommander. Vas-y, bah, j'irai voir, je te dirai. Ça marche. Et moi, alors, vas-y, tu vas dire encore, tu regardes des films bizarres. Mais oh non. Moi, c'est un film vraiment pas connu. Alors, c'est Star Wars. Du coup, en gros, c'est l'épisode. Okay. Alors, on va dire dans l'ordre, pas l'ordre de sortie, l'ordre de l'histoire. Et moi, j'ai regardé du coup le 2. Enfin, j'ai fait le 1 et le 2. Mais mon dernier, c'est le 2. We will find out who's trying to kill you, Padme. I promise you. The Republic cannot be fixed, my lady. It is time to start over. I think the Republic needs. Okay. Et j'ai hâte de voir le 3 parce que c'est vraiment un excellent film. Mais bon, les transitions PowerPoint, les gars, fallait. Ça, c'est. Ah, moi j'adore. Moi j'adore, j'aime trop. Il y en a une, je fais. Ah putain, non. C'est vraiment. Mais en soi, alors moi je l'ai vraiment regardé toute mon enfance avec mes sœurs, ma famille, c'est vraiment un film qui m'a beaucoup touché. Mais bon, il a pris un coup de vieux, c'est sûr, mais ça reste un film culte. Pour moi, ça restera toujours un film culte, mais clairement. Mais j'avoue qu'il y a eu des moments où tu fais bon, c'est un peu mou, mais ça reste un excellent film, c'est sûr, c'est sûr. Mais le 3, pour moi, j'attends de le voir là parce que le combat final. Mais en plus, là, il est ressorti le 3 au cinéma, donc on a eu la chance avec ma copine d'y retourner. Et moi, c'est mon film doudou par excellence. C'est que il est pas bon parce qu'il y a plein de problèmes dans le film, mais le dialogue de fin, je connais par cœur. Et au cinéma, j'étais en oh non. Attention, en VF ou VO? VF tout le temps. Ah merci. Non, moi Star Wars. Moi c'est VF. Ah c'est VF tous les jours. Ah, ouais. Et je les ai déjà vus en VO, mais non VF. Ah oui, VF 1000 fois. Non. C'est comme Pirates des Caraïbes pour moi VF. Ah mais clairement. Mais moi toutes les sagas en général, non toutes les sagas c'est en VF. Mais pas mettre un dislike si vous êtes full VO, tu vois. Non. Mais non, moi c'est un grand débat VF-VO, mais pour moi toutes les sagas, vu que je les ai vus petits, donc en VF, c'est des trucs petits. Moi Pirates des Caraïbes, c'est impossible de le voir en VO. Ouais. Moi pareil, mais je peux pas, j'ai essayé, tu vois, il y a des trucs, tu peux pas, c'est impossible. Et vraiment, Star Wars, il y a même un truc à la fin, quand il y a le combat final. Mais oui, mais c'est impossible. La voix, pour moi, la VF de Kenobi, c'est monstrueux. Et même d'Anakin, moi je la trouve dingue. Clairement. Trop dingue. Non, c'est trop bien. Même si c'est très kitsch au moment où Palpatine il tue. Oui, avec les lasers. C'est kitsch à mort. Comment il s'appelle Yondu? Non, c'est pas ça? Ça doit être ça. Avec le sabre violet. Ouais, c'est vrai que. Mais non, c'est excellent. Mais c'est vrai que ça reste des classiques, même s'il y en a qui ont préféré la prélogie ou quoi, mais je suis d'accord. Très cool. C'est bien, on a vu des bons films en vrai. Ouais, vraiment. Mais écoute, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, on a pas mal parlé. Donc c'était cool. Je pense qu'on a fini. J'espère que ça vous a plu de regarder et d'écouter ce podcast en notre compagnie. Je sais si tu as quelque chose à rajouter. Non, en vrai c'était un très bon épisode. On est très contents et on espère que ça vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode du podcast Analogue. Et à la prochaine. Salut tout le monde. Ciao.